Bonjour à tous. Je vous remercie de nous avoir rejoints sur ce webinaire sur les déchets dangereux. Nous allons bientôt démarrer, mais nous attendons 75 personnes sur cette session, donc nous allons attendre 1 ou 2 minutes que tout le monde puisse nous rejoindre. J'espère que tout le monde se porte bien. N'hésitez pas à nous faire part dans les questions ou dans le chat de difficultés de connexion. Enfin, si notamment vous m'entendez mal, dites-le moi. Le confinement à la campagne a du bon, mais on a parfois quelques difficultés de réseau. On avoisine les 50 connexions. On attend encore un petit peu, il est 11h02, et puis on démarre. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous vous remercions d'avoir pu vous inscrire à ce webinaire sur les déchets dangereux. Donc, nous attendons, comme je le disais, 75 participants. Pour l'instant, vous êtes 50 connectés. Je vais attendre 11h03, 11h04 et on démarrera la présentation. Donc, rebonjour à tous. Je pense que je vais démarrer. Et puis, les derniers connectés, de toute façon, n'auront raté que l'introduction. Donc, merci à tous d'avoir pu vous connecter à ce webinaire sur les déchets dangereux, malgré les difficultés de chacun pour travailler ou télétravailler. Je vais vous demander d'être indulgent vis-à-vis de la technique durant ce webinaire parce qu'effectivement, on n'est pas tous dans des conditions très favorables par rapport au réseau Internet. Donc, n'hésitez pas, comme je le disais, à nous faire des remontées par le chat et les questions. Si vous avez des difficultés ou si vous nous entendez mal, on pourra éventuellement couper les caméras pour que ça fonctionne un petit peu mieux par rapport au son, notamment. Donc, pour ma part, je suis Céline Pizzimanti de la CCI Lyon Métropole. J'anime, je suis conseil entreprise, en environnement et développement durable. Je vais simplement vous faire l'introduction rapide et je vais laisser la parole ensuite aux intervenants de Terra, Tiffaine Tourtois et Yves Blanchos qui auront l'occasion de se présenter aussi et que je remercie aussi en termes de disponibilité parce que, comme je le disais, ce n'est pas toujours facile de pouvoir honorer ses engagements dans cette période. Donc, en termes de consignes, le webinaire est comme je le disais, il y a pas loin de 80 personnes, donc vos micros sont coupés, mais vous pouvez interagir à travers les questions et le chat pour que nous, on essaiera de traiter les questions au fil de l'eau. Le chat est fermé, donc ne vous étonnez pas, ne cherchez pas les questions des autres, vous ne pourrez pas les voir, mais par contre, nous les voyons et nous allons donc les traiter au fur et à mesure. Le webinaire est enregistré, donc il y aura la possibilité de le voir en replay pour ceux qui ne pourront pas aller jusqu'au bout ou pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire aujourd'hui. Et la présentation sera envoyée à tous les participants en format PDF dès la fin du webinaire. Donc, tout le monde pourra la recevoir. Dans tous les cas, n'hésitez pas après à nous faire des mails. Vous avez mes coordonnées et vous aurez celles de Terra si vous avez aussi des difficultés ou des questions complémentaires. Donc, je vais vous présenter très rapidement les objectifs du webinaire que vous avez déjà, de toute façon, que vous connaissez déjà. C'est un webinaire qu'on a monté parce qu'on a eu beaucoup de questions sur les bordereaux de suivi de déchets, un petit peu moins sur l'ADR, à la suite plutôt d'un webinaire qu'on avait fait sur le pilotage en septembre, auquel plusieurs d'entre vous avaient sûrement participé. Donc, l'objectif, c'est vraiment de répondre à des questions concrètes. Voilà, comment je remplis correctement un BSD, qu'est-ce que j'y trouve comme information, qui doit remplir quoi, quel est le lien avec le prestataire.
ADR, c'est plutôt voilà, conseiller à la sécurité, qu'est-ce qui est concerné par l'ADR, qu'est-ce qui est concerné par le conseiller à la sécurité. Donc, c'est un webinaire qui est organisé dans le cadre de l'opération régionale Optime Déchets, que certainement certains d'entre vous connaissent également. C'est une opération qui est financée par le réseau des CCI, par l'ADEME, la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes et le FEDER, qui comporte un volet d'accompagnement individuel qui passe par des diagnostics déchets, par des accompagnements de projets et la possibilité de bénéficier de journées conseils financées à 60% par l'ADEME. Donc, en cas de besoin ou d'intérêt, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet-là. Et puis, il y a un volet collectif donc, dont fait partie ce webinaire aujourd'hui. Je vous ai simplement remis dans la présentation tous les webinaires qui ont déjà été organisés, que vous pouvez voir en replay sur le site de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes. Et on avait fait un atelier en 2019 sur le pilotage de la gestion des déchets. Et je vous ai mis donc le programme de l'année 2020 à date, avec le webinaire d'aujourd'hui et tous les webinaires qui sont prévus pour l'instant sur plutôt fin de premier semestre et deuxième semestre. Voilà, pour ma part, j'ai terminé. Je laisse maintenant la parole à Terra pour la présentation sur les BSD et l'ADR. Bonjour Yves Blanchose. Donc tout d'abord je vais introduire Tiffaine qui est la principale intervenante pour ce webinaire. Donc Tiffaine est auditrice et chargée d'études chez Terra. Pour ma part je suis responsable développement et donc je vais accompagner Tiffaine tout au long de ce webinaire. Un petit mot sur Terra. Donc nous sommes un bureau d'études et de conseil et expert reconnu des filières déchets depuis 1979. L'entreprise a été transmise en 2017 par son fondateur et elle a été transmise à ses salariés, donc qui est sous la forme d'une SCOP. Donc nous sommes une entreprise pleinement indépendante. Terra compte environ 40 collaborateurs avec des compétences diverses, techniques, économiques, sociales et juridiques. Et nos métiers, nos expertises, ou du moins notre spécificité, c'est qu'à côté de prestations d'études, dont notamment des diagnostics déchets en entreprise, des audits et des contrôles, nous réalisons de nombreuses missions de type métrologie des déchets, donc déterminer la composition d'un déchet, mesurer tout ce qui concerne les types de matériaux, la présence de polluants sur le terrain ou alors dans notre laboratoire. Donc, c'est ce qui fait, nous sommes et bureau d'études et également nous avons des activités terrain très importantes qui nous permettent d'alimenter les études et vice-versa. Voilà pour la présentation sommaire. Donc, je transmets la parole à Tiffaine. Donc, bonjour à tous. Cette présentation va s'articuler en 3 axes principaux. Donc, je vais commencer par refaire un point sur les déchets dangereux, donc de quoi il s'agit et comment on les identifie. Ensuite, je passerai au bordereau de suivi des déchets, donc qui est vraiment un document indispensable pour tout transport de déchets dangereux. Donc, on verra comment on le complète, qui doit le compléter et comment le producteur du déchet le récupère en fait. Et en 3e partie, donc on fera un point sur l'ADR, qui réglemente le transport des marchandises dangereuses. Donc je présenterai en fait dans les grandes lignes, les grands principes de l'ADR, le lien avec les déchets, qu'est-ce que ça implique d'être soumis à l'ADR. Et on fera un point également sur le rôle du conseiller à la sécurité, qui est vraiment un acteur majeur dans cette réglementation ADR. Ce qu'on fera, c'est que entre chaque partie, en fait, on fera une petite pause question. Donc mes collaborateurs vont relever et puis on essaiera d'y répondre plutôt à ce moment-là. Alors, pour commencer, donc comme vous le savez sûrement, donc il y a différentes typologies de déchets, on va dire, différentes classifications. Les déchets ménagers, professionnels, assimilés, ménagers. On va avoir tout ce qui est biodéchets, déchets ultimes, inertes et d'autres encore. Il y a une différenciation qui est importante, c'est les déchets dangereux et les déchets non dangereux. Les déchets dangereux présentent des risques spécifiques qui peuvent être importants et donc leur gestion est encadrée par une réglementation qui va être plus contraignante, plus exigeante que pour les déchets non dangereux. Il y a un principe qui est important dans les déchets, c'est le principe du pollueur-payeur. C'est-à-dire que tout producteur de déchets
en est responsable jusqu'à son traitement final, donc qui peut être de l'élimination, pardon, ou de la valorisation. C'est pourquoi il est vraiment important de pouvoir tracer un déchet dans toutes les étapes de sa gestion, en fait. Il y a quelques cas d'exception à cette obligation de traçabilité jusqu'au destinataire final, en fait. Ça va être notamment quand vous déposez des déchets en déchetterie, ce qui est possible pour les professionnels, sous certaines conditions, bien sûr. Dans ce cas-là, en fait, tout apporteur transfère sa responsabilité au gestionnaire de la déchetterie, qui peut être une collectivité ou une entreprise. Alors, dans la réglementation, les déchets sont identifiés par des codes à 6 chiffres qu'on retrouve dans ce qu'on appelle donc la liste européenne des déchets. Tout au long de la présentation, vous pouvez retrouver des petits encarts là, qui font référence vraiment au texte réglementaire, aux articles, etc. Donc, vous pouvez aller rechercher dedans au besoin. Donc, des codes à 6 chiffres qui peuvent être ponctués éventuellement d'une étoile. Donc, cette étoile, elle va nous indiquer qu'on a affaire à un déchet dangereux. Si je prends un exemple ici, donc j'ai un déchet d'huile hydraulique minérale. J'ai donc ce code à 6 chiffres qui m'indique que j'ai un déchet qui est dangereux. Si je décompose ce code, en fait, donc j'ai les 2 premiers chiffres qui vont m'indiquer que j'ai un type de déchet, en fait, des huiles usées hors alimentaire. Ensuite, les 2 chiffres suivants vont m'apporter un complément d'information. Donc, ça va être pour désigner les huiles hydrauliques et liquides de frein usagés. Et donc, les 2 derniers chiffres et l'étoile qui vont venir encore compléter cette identification du déchet. Alors, avec cette liste des déchets, en fait, on a l'introduction à cette liste qui nous explique comment on cherche dans cette liste des déchets, en fait, le code qui va être approprié pour notre déchet, en fait. Dans cette liste, on a ce qu'ils appellent des sources, en fait, produisant le déchet. Il y a 20 sources, et ce sont, en fait, c'est ce qui constitue les 2 premiers chiffres de notre code déchet. Si on prend, par exemple, voilà la source 13 dont j'ai parlé précédemment, pour les huiles usées, vous allez avoir la source 17 pour les déchets de construction, de démolition, la source 14 pour les déchets provenant de substances organiques employées comme solvants, voilà, etc. Ce que nous dit en fait l'introduction de cette liste des déchets, c'est que il faut chercher notre code déchets dans un ordre spécifique parmi ces sources. On va d'abord regarder les sources 1 à 12 et 17 à 20. Si on ne trouve pas dans ces sources-là, on passe aux sources 13, 14, 15. Puis la source 16, si on n'a pas pu trouver par ailleurs notre déchet dans ces autres sources. Si vraiment on n'identifie pas dans tous ces codes déchets le code approprié pour notre déchet à nous, on va avoir en fait pour chaque source des codes qui se terminent par 99, donc qui va concerner les déchets qu'on n'a pas pu identifier, qui ne sont pas spécifiés ailleurs dans la liste. Sachant que ce qu'il faut, c'est quand même arriver à trouver le code le plus approprié, donc entre guillemets, sauter, on va dire, sur le code qui se termine par 99, notamment parce qu'il va désigner les déchets non dangereux. Donc, il faut vraiment choisir le code approprié. On va voir ensemble un petit exemple. Donc voilà, on a pris l'exemple de déchets de pots de peinture. On va chercher à identifier le code associé à ce déchet. Donc, je vais reprendre ma liste des sources. Je vais regarder déjà dans les sources 1 à 12. Je vois par exemple, j'ai la source 8 qui correspond aux déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation de produits de revêtement et notamment les peintures. J'ai déjà cette source-là qui semble intéressante. Je vais regarder quand même les sources 17 à 20. J'ai une autre source qui est la source 20, donc pour les déchets municipaux et assimilés de professionnels. Donc on la met de côté aussi. Et enfin, on va dire, je prends un petit peu d'avance, je vais regarder les sources 13, 14 et 15, et je vois que j'ai la 15 qui concerne les déchets d'emballage. Donc on voit déjà que pour un type de déchet donné, on peut éventuellement identifier plusieurs sources d'intérêt dans lesquelles on pourrait retrouver notre code déchet. Ce que je veux dire par là, c'est que pour un certain type de déchet, c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident d'arriver à savoir dans quelle source il va falloir chercher.
Si je compare avec voilà, une entreprise qui va avoir des chutes de textile, je peux pas m'en resservir, c'est un déchet. Je vais trouver en fait une source qui va être un peu, on va dire, toute trouvée, c'est la 4, qui correspond aux déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile. Donc voilà, c'est en fonction du déchet, ça va être entre guillemets plus ou moins facile. Il y a une chose qui est importante quand on veut pouvoir classer notre déchet au regard des codes de la liste des déchets, ou même voilà, plus globalement, savoir si on a un déchet dangereux ou non dangereux. En fait, c'est vraiment de bien connaître son déchet, de se poser les bonnes questions. Dans mon cas, je vais me demander par exemple, est-ce que j'ai un pot de peinture qui est complètement vide ou dans lequel il va rester plus ou moins de peinture? Est-ce que mon pot, il a contenu de la peinture qui était dangereuse ou pas dangereuse? Dans ce cas-là, par exemple, pour répondre à ma question, je vais pouvoir regarder les fiches de données de sécurité, donc des produits, ou plus simplement regarder les étiquettes en fait que j'ai sur mon pot. Et si j'ai des pictogrammes de danger, hein, comme ce que vous voyez là sur la slide, je sais que j'avais une peinture qui était dangereuse. Je peux me poser d'autres questions, voilà, en quelle quantité j'ai mes pots, est-ce que j'ai quelques pots, est-ce que j'en ai une très grande quantité. Si je reviens donc à mes codes déchets, donc, on avait dit pour les pots de peinture, 3 sources qui semblent intéressantes, la 8, la 20 et la 15. C'est vraiment important de se poser les bonnes questions parce que je vais voir que par exemple, la source, le code, pardon, 150108 qui correspond donc aux emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus, il va sembler pertinent si j'ai des pots de peinture qui sont vides, presque vides, et qui ont contenu de la peinture dangereuse. Par contre, si j'ai un pot de peinture qui contient encore de la peinture dans une quantité non négligeable, mais d'une peinture qui n'était pas dangereuse, pas de pictogramme de danger par exemple, peut-être que le code 080112 sera le plus approprié. Donc c'est vraiment important de se poser ces questions-là et de connaître son déchet. Pour information, en fait, dans cette liste des déchets, on va trouver ce qu'on appelle des entrées miroirs ou des entrées absolues. En fait, les entrées miroirs, ça va être des déchets, on va dire, de même typologie de déchets, même nature, mais pour lesquels on va avoir un code dangereux et non dangereux. Les entrées absolues, ça va être des types de déchets pour lesquels il a été défini qu'il n'y a qu'une seule entrée, un seul code, donc qui peut être soit dangereux, soit non dangereux, donc comme dans le cas de notre dernier code ici. Voilà, il y a un principe qui est vraiment important globalement dans tout ce qui va toucher à l'environnement, c'est le principe de précaution. Si on a des doutes, si on n'arrive vraiment pas à savoir, malgré nos recherches, si on a un déchet dangereux, non dangereux, vaut mieux appliquer le principe de précaution et partir du principe qu'on a un déchet qui est dangereux. Comme ça, vous garantissez que vous l'avez, on va dire, géré de la meilleure manière qui soit pour prévenir les risques éventuels. J'ai envie de dire, si vous avez un déchet qui, à la base, était un produit qui était dangereux, ou bien qui, au cours de sa vie, de son utilisation, a pu être contaminé par des substances dangereuses, mélanges, produits, etc. Il vaut mieux partir du principe que c'est un déchet dangereux, hein, c'est la meilleure solution. Globalement, voilà, les points importants à retenir sur cette partie-là, c'est donc l'existence de cette liste des déchets qui nous permet de codifier notre déchet. C'est important parce qu'en fait, ce code déchet va nous permettre également par la suite de compléter le BSD. Je reviendrai là-dessus juste après. Et pour arriver à distinguer un déchet dangereux d'un déchet non dangereux, donc encore une fois, c'est vraiment important de connaître son déchet, de se poser des questions. Voilà, donc s'il y a des questions jusqu'à maintenant, je ne sais pas. Pas de questions visiblement, d'accord. Pour l'instant, ça doit être très clair. Merci Tivane. D'accord, parfait. Non, mais s'il y en a par la suite, de toute façon, on pourra revenir sur cette partie-là. Alors, il y a une question qui vient d'arriver, une question de Nathalie, qui nous demande comment classer les déchets sanitaires liés au Covid-19, masques et gants souillés. Je ne sais pas si on a la réponse tout de suite. Alors, je comprends la question. C'est vrai que ce n'est pas des déchets que je connais très spécifiquement.
Donc là, comme ça, de but en blanc, j'avoue que je ne saurais pas dire dans la liste quels déchets seraient appropriés. A Je vous priori, on avoue. peut penser que ce soit des dastries, quoi, c'est-à-dire des Ouais. déchets à risque infectieux. C'est ce qu'on Ouais. peut, c'est ce qu'on peut penser. Mm. Donc, plutôt retenir ce code pour les classer, quoi. Ouais. On pourra creuser si besoin. Mm. Ouais, Ah je oui. pense qu'il y a besoin plutôt. Ah, s'il y a des questions qui arrivent. Donc, il y a il y a Clément qui nous confirme qu'a priori, c'est bien des dasseries. Ok. J'ai une question de Clément le même qui demande si un professionnel qui dépose des déchets dangereux en déchetterie obtient un BSD. Alors non, en fait, dans ce cas-là, ça fait partie, enfin, ça va être dans la suite de la présentation, on peut anticiper un peu, ça fait partie des cas d'exemption, il n'y a pas de BSD qui est émis en fait, il y a ce transfert de responsabilité. Par contre, ce que vous allez récupérer, ça va être par exemple un bon de dépôt en fait de vos déchets. Parfois, vous pouvez avoir aussi de la déchetterie ou de la collectivité, un récapitulatif mensuel, annuel, etc. des déchets que vous avez apportés. Et donc ça va vous suffire en fait pour garantir, voilà, vous avez respecté votre responsabilité de traçabilité de votre déchet, mais vous n'aurez pas de BSD en effet. Et par contre, vous devez toujours avoir, même s'il n'y a pas de BSD, votre registre des déchets sortant de votre site. De toute façon, voilà, il y a bien ce listing quand même qui est établi pour bien identifier les déchets qui sont sortis de votre site et ce que vous en avez fait. D'accord. Alors, il y a beaucoup d'autres questions qui sont arrivées entre-temps, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être abordées tout de suite dans la partie BSD. Donc, je vais vous laisser continuer et puis on reprendra ces questions-là parce que c'est des questions, voilà, c'est pas le bon code. Voilà, il y a des questions en lien avec le prestataire, donc on les reprendra parce que je pense que là, vous avez apporté déjà beaucoup de réponses. Ok, très bien. Ok, donc je vais continuer. Donc sur le BSD, qui est donc un document obligatoire pour le transport des déchets dangereux. Quelques exceptions, hein, comme on vient de le dire, je reviendrai là-dessus après. Le BSD, donc c'est un peu la fiche d'identification du déchet en fait. On va avoir des informations sur la nature du déchet, ce qu'on en a fait, qui l'a, on va dire manipulé, comment il a été traité, etc. Le BSD, c'est un document CERFA, c'est un document dont l'original va suivre le déchet, on va dire de A à Z, jusqu'à donc sa destination finale. C'est un document qui va être complété au fil de l'eau par tous les acteurs qui vont intervenir dans sa gestion. Il doit être conservé 3 ans pour les transporteurs de ces déchets et 5 ans pour tous les autres intervenants, dont le producteur du déchet. Le BSD, alors, n'est pas obligatoire pour les déchets non dangereux, mais ça peut être quand même un document que vous pouvez utiliser parce que c'est un document intéressant pour la traçabilité des déchets. Il y a, comme on l'a vu, donc quelques exceptions. Vous retrouvez en fait ces exceptions dans cet article du Code de l'environnement. Et on a notamment le cas pour les déchetteries que je viens d'aborder. Il y a le cas également, vous remettez vos huiles usagées à un ramasseur qui détient vraiment un agrément. Vous vous assurez que vous avez transmis votre déchet, quelqu'un qui est agréé pour gérer ces déchets-là. Il va y avoir le cas aussi un peu particulier des exports de déchets, puisque c'est vraiment une procédure spécifique, il y a des documents de transport spécifiques, donc voilà, c'est un peu différent. Et vous pouvez retrouver voilà, ces exemptions, ces exceptions dans cet article du Code de l'environnement. Tout est listé. Alors, pour passer au BSD en tant que tel, donc c'est un document CERFA. À noter juste que pour 2 déchets, donc les déchets amiantés et les déchets de fluides frigorigènes, c'est un document CERFA, des documents CERFA qui sont différents. Donc, pour cette présentation, je vais rester sur le BSD qui est généralement utilisé. Donc, c'est un document qui se découpe en 4 pages. Il faut savoir que la première page est systématiquement utilisée dans tous les cas de transport de déchets. Les 3 pages suivantes, donc une page suite et 2 annexes, en fait, ça va être au cas par cas, en fonction de ce qui fait de votre déchet. Donc, je vais commencer par présenter la première page de manière, on va dire, un peu détaillée. Les 3 pages suivantes, je les présenterai plus dans les grandes lignes, on va dire. Donc, si je prends un cas entre guillemets simple où j'ai mon déchet que je produis sur mon site,
et qui est transporté vers voilà, une installation qui va faire le traitement final de mon déchet. Donc j'ai 3 acteurs dans la gestion de ce déchet. Le producteur du déchet, qui est donc dans ce cas l'émetteur du bordereau, le transporteur du déchet et l'installation de destination. Et donc ils vont tous les 3 compléter successivement ce document. Alors, je commence, donc j'ai produit mon déchet, je suis l'émetteur du bordereau, je dois au préalable compléter les cadres 1 à 7 de mon bordereau. Donc, dans le cadre 1, je vais apporter les informations sur, voilà, sur mon entreprise. Dans le cadre 2, les informations sur le centre destinataire de mes déchets. En cadre 3, on retrouve notre code d'identification de notre déchet, ce qu'on a vu précédemment. En cadre 4, on va avoir des informations d'identification pour certaines réglementations spécifiques, dont l'ADR, dont j'évoquerai ultérieurement. En cadre 5 et 6, on va avoir des informations sur le conditionnement, les quantités de notre déchet. Et en cadre 7, voilà, il est à compléter dans le cas où vous auriez fait appel à un négociant. Dans ce cas, vous renseignez les informations sur ce négociant. Ensuite, donc vous avez le transporteur. Oui. Pardon, Tiffaine. On a plusieurs questions sur le code qui figure sur le bordereau, donc par rapport à votre slide précédente. Oui. Et notamment, en fait, on sait que souvent, c'est le transporteur ou même le destinataire qui remplit le code ou qui le fait avec l'entreprise. J'ai donc la question de Mathieu qui demande comment on fait si on se rend compte que le prestataire n'a pas mis le bon code selon nous. Alors, c'est-à-dire avant prise en charge des déchets. Alors, je vais lire exactement la question de Mathieu. Peinture à la place d'encre d'imprimerie. Comment faire lorsque le prestataire nous classifie un déchet dangereux dans une mauvaise catégorie? D'accord. Alors, on va dire que si c'est une erreur de la part du centre de traitement, normalement, de toute façon, enfin, le BSD, vous les mettez au préalable. Normalement, vous êtes en capacité vous-même de l'éditer, en fait. Donc, même si c'est trompé de code déchet, mis à part s'il y a vraiment une incompréhension sur les déchets que vous allez lui transmettre, pour moi, vous êtes en capacité de remettre le code adéquat. Après, il faut en discuter aussi avec lui, peut-être, je ne sais pas, au cas par cas. Si c'est vraiment une erreur, en effet, que vous avez raison. De toute façon, vous éditez le BSD, vous en êtes l'émetteur. Donc, moi, vous mettez le code qui vous semble pertinent, en fait, hein, j'ai envie de dire. Merci. On a aussi une question, je l'ai perdue, donc mauvaise catégorie, on l'a vu. Les cartouches et teneurs d'impression, c'est toujours Mathieu. Oui. Est-ce que c'est du déchet dangereux ou du déchet non dangereux? Alors, de mémoire, parce que je sais que j'avais travaillé sur ce sujet-là, et il me semble dans la liste des déchets, je crois qu'on a plusieurs possibilités en dangereux ou non dangereux, en fait. Ouais. Donc, c'est une très bonne question, parce que le sujet se pose depuis quelques temps. Je ne sais pas si tu as un complément, j'ai plus en tête les codes, mais je crois qu'il y a, il y a les deux codes qui sont disponibles. Après, c'est lié au type de cartouche, aux produits qui sont à l'intérieur. C'est pas un sujet simple, effectivement. Et donc la dernière question de Mathieu, parce qu'elle porte encore sur le code, comment faire lorsqu'on a une récupération en mélange de déchets liquides? D'accord, donc c'est-à-dire que sur le site, ils collectent et regroupent, mettons quoi, dans une même contenant, différentes matières, c'est ça? Oui, en fait, souvent dans l'imprimerie, puisque Mathieu travaille dans l'imprimerie, on voit des regroupements, par exemple des eaux de mouillage, des solvants usagés ou des vernis dans un cubi de 1000 litres. Et le prestataire, il récupère le cubi. D'accord. Alors c'est vrai que c'est un peu du cas par cas. Je connais pas la liste par cœur. Je sais pas si toi tu as un élément là-dessus. Moi, je pense que choisir le code qui génère le plus de danger. Enfin, s'il y a un produit qui est dangereux dans ce mélange-là, a priori, les producteurs qui mélangent les déchets doivent quand même connaître quels sont les produits qui ont été mélangés et se baser sur le code du produit le plus dangereux. Moi, c'est un peu ce que je recommanderais. Oui, principe de précaution, encore une fois.
toujours Ou pas tellement. éventuellement faire un certificat d'acceptation préalable avec le prestataire Voilà, qui aura fait avec la le valide. exactement, qui va déterminer quel code et lui donner un CAP, un certificat d'acceptation préalable, exactement. Ouais. Je vous laisse continuer, pardon. Ok, très bien. Alors, donc on était ici. Donc, dans le cas où voilà, le transporteur des déchets se présente sur votre site pour les récupérer, lui va compléter le cadre 8. Il y a vraiment un point qui est important quand vous remettez vos déchets à un transporteur, c'est bien de vérifier son récépissé de transport. En fait, tout transporteur de déchets doit disposer de ce récépissé. C'est un document qui est délivré par la préfecture, qui valide 5 ans. Mais il peut concerner des déchets dangereux et non dangereux ou uniquement des déchets non dangereux. Donc c'est important, même si c'est pas vous qui mandatez le transporteur, c'est important de vérifier ce document-là pour vous assurer que vous remettez vos déchets dangereux à quelqu'un qui est en fait, habilité à les récupérer. En fait. Il faut savoir que c'est obligatoire pour tout transporteur qu'il mette dans chaque véhicule de sa flotte une copie en fait de ce récépissé. Donc de toute façon, quand le transporteur se présente, vous êtes en capacité de le demander, de le vérifier. En fait. C'est vraiment important. Ensuite, vous complétez le cadre 9 du bordereau pour attester voilà, que toutes les informations écrites précédemment sont conformes et correctes. Avant que le transporteur quitte votre site avec vos déchets, vous en faites bien une copie que vous gardez et voilà, l'original du bordereau va partir avec le transporteur. Je continue, donc mon déchet est transporté et arrive jusqu'à l'installation de traitement final. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer l'original du bordereau, il va compléter le cadre 10, qui va attester qu'il a bien réceptionné vos flux, enfin vos déchets, qu'il les a bien acceptés sur son site. Il va ensuite réaliser le traitement et compléter le cadre 10 qui atteste donc de l'opération réalisée, que vos déchets ont bien été traités. Il y a un point qui est important dans ce cadre, c'est le code DR. En fait, c'est des codes qui vont désigner le traitement qui a été réalisé sur votre déchet. Donc les codes D, ça va être tous les codes d'élimination de déchets, et les codes R, tous les codes de valorisation de déchets. Qui sont présents dans une directive. On a remis la liste de tous ces codes à la fin de cette présentation en annexe. C'est important de vérifier ce code en fait quand vous récupérez le BSD, simplement parce que voilà, si vous avez convenu que vos déchets voilà, X ou Y seraient recyclés, donc avec un code traitement R, que derrière vous récupérez le BSD, vous voyez un code traitement D, je ne sais pas, D10 pour de l'incinération, voilà, il faut se poser des questions. Hein. Soit il y a eu un problème, soit c'est une erreur, mais c'est pour ça que c'est important de vérifier ce code-là en fait. Le cadre 12, je le mets juste entre parenthèses. Voilà, c'est un des cas, on va dire, où vous allez utiliser une des annexes en fait du BSD. Alors, le BSD, donc encore une fois, en fait, vous devez vraiment le récupérer entièrement complété. Vous acquittez de votre responsabilité de traçabilité. Il doit vous être envoyé sous 1 mois par le centre de traitement final des déchets. Dans certains cas, le traitement n'est pas fait immédiatement après la réception pour des raisons d'organisation du centre de traitement. Dans ce cas-là, en fait, ce qu'il doit faire, c'est vous transmettre sous 1 mois le BSD, enfin une copie du BSD complétée jusqu'au cadre 10. Et une fois qu'il a fait le traitement de vos déchets, il vous retransmet une copie complétée jusqu'au cadre 11. Alors, pour passer donc rapidement sur les autres pages du BSD, on a déjà donc la page 2, la suite, qui va concerner spécifiquement les cas où vous avez eu un entreposage ou un reconditionnement de vos déchets, ou bien un transport multimodal. L'annexe 1, elle va concerner les cas où vous avez par exemple un collecteur qui va passer sur plusieurs sites, plusieurs entreprises qui ont produit des déchets en petite quantité d'une même nature, donc avec le même code déchet. Dans ce cas-là, ce collecteur, en fait, c'est lui qui devient l'émetteur du bordereau. Mais pour garder la traçabilité sur les producteurs initiaux de ces déchets,
on va utiliser donc l'annexe 1 sur lequel on va retrouver toutes les entreprises sur lesquelles il est passé pour son transport. Et chaque producteur du déchet va devoir signer cette annexe avant que le transporteur quitte leur site, en fait. La dernière annexe, ça va être un cas, par exemple, où vous produisez votre déchet. Vos déchets sont acheminés jusqu'à un site qui va faire, je sais pas, un premier traitement, après traitement de vos déchets. Donc, il y a un premier BSD qui est émis. Ensuite, il y a par exemple une expédition des déchets qui ont été pré-traités, donc entre ce centre-là de pré-traitement et le centre de traitement final. Dans ce cas-là, il y a un nouveau BSD qui est émis, mais c'est le centre de pré-traitement qui en devient l'émetteur du bordereau. Mais encore une fois, pour qu'il y ait toujours cette traçabilité des producteurs initiaux, on utilise l'annexe 2, dans laquelle on retrouve la liste de tous les producteurs initiaux de ces déchets. Ce qui permet au centre de traitement final de savoir à qui il doit renvoyer le BSD de traitement final. Il sait à quels étaient les producteurs initiaux de ces déchets. En fait. Voilà, on a vu les grandes lignes. De nouveau, s'il y a des questions qui sont sorties. Alors oui, il y a pas mal de questions. Alors c'est vrai que le temps tourne, on va en prendre 2 ou 3 qui me semblent rapides, j'espère. Par exemple, la question de Yann, la quantité pesée est-elle obligatoire sur le bordereau? Alors, pas pour ce qui est du centre, du site producteur, du site initial, en fait. On peut cocher dans la case 5 ou 6, j'ai un doute. Il y a le cadre pour la quantité. En fait, vous cochez si c'est une quantité estimée ou réelle, en fait. Ça va être par contre sur le centre de destination, lui, il doit vraiment faire une pesée réelle des déchets qu'il a réceptionnés. J'ai une autre question que j'ai perdue en ligne qui concernait les bouts de station d'épuration. Doit-on faire un bordereau de suivi de déchets pour les bouts de station? Oui, c'est une question de... Je l'ai perdu, pardon. Qu'est-ce qu'un BSD doit être émis pour ce cas-là, c'est ça? Oui, pour les bouts de step. Moi, je pense au cas où sur des sites de traitement de déchets, en effet, où ils ont des débourbeurs, des huileurs, ils ont des prestataires qui viennent sur leur site pour curer ces débourbeurs. Donc, j'imagine que c'est ce qu'elle apprécie. En effet, il y a bien un bordereau qui est édité pour garantir le traitement de ces bouts, en effet. Et donc, il y a une dernière question. Plutôt une question. Qui concernait donc une question de Céline qui demandait comment se faisait-il que son prestataire émette un bordereau sans numéro? Est-ce que c'est normal? Alors, de mémoire, c'est l'émetteur qui indique le numéro du bordereau. Après, oui, c'est vrai que pour la traçabilité des bordereaux, au bout d'un moment, si vous vous retrouvez avec beaucoup de bordereaux, ça va être un peu problématique, en effet. Donc, normalement, il devrait y en avoir un, quand même. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est que moi, mais on t'entend pas. Logiquement, il doit avoir un numéro. Ce numéro doit être repris dans le registre des déchets que gère le producteur de déchets. Tout à fait. C'est ça. Je pense qu'on va continuer pour pas trop manger de temps et puis on reviendra, même comme je vous disais, après la réunion sur des questions sur lesquelles on n'aurait pas pu répondre. Oui, notamment des questions peut-être un peu spécifiques, des fois, ça nécessitait peut-être recherche ultérieure. Ok, donc on va passer à la réglementation ADR. Donc l'ADR, c'est ce qui encadre en fait le transport des marchandises dangereuses. Ces marchandises, donc, qui peuvent être des objets, des préparations, des substances, des mélanges ou bien donc des déchets. Pour un petit peu resituer le contexte. Donc à la base, en fait, l'ADR, ça réglementait le transport de marchandises dangereuses entre différents pays. Ça a été ensuite rendu obligatoire à l'intérieur des États membres par une directive. Et ensuite, ça a été transposé en droit français par un arrêté. Donc, c'est l'arrêté qu'on dit TMD, donc pour transport de matières dangereuses. Donc, cette réglementation, elle va nous imposer certaines conditions sur le transport de nos matières dangereuses, et notamment donc tout ce qui va être les règles de conditionnement, d'étiquetage de nos colis, de chargement, etc.
L'ADR, c'est une réglementation qui est on va dire assez conséquente. C'est 2 volumes de plus de 600 pages. Donc voilà, dans cette présentation, on a vraiment un objectif de sensibilisation aux grands principes, on va dire. Et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'il existe des conseillers à la sécurité hein, qui ont vraiment une maîtrise hein, de cette réglementation-là. Alors, dans un premier temps, tout comme on avait pour les déchets une liste des déchets avec des codes d'identification, de la même manière, en fait, dans l'ADR, vous allez retrouver des codes à 4 chiffres qui nous permettent d'identifier les matières dangereuses. Ces codes, vous les retrouvez dans le tableau A du premier volume de l'ADR. Donc là, j'en ai mis un petit extrait avec les premiers codes de la liste à droite. Si voilà, j'ai pris un exemple d'un BSD, on retrouve bien donc dans le cadre 3 en effet mon code déchet. Et derrière, cadre 4, on voit bien en effet qu'on a un déchet qui est soumis en fait à une réglementation ADR. Donc ça, c'est l'émetteur du bordereau, bien sûr, qui a complété cette information-là. On a donc le code 3082 pour les matières dangereuses du point de vue de l'environnement qui sont liquides. À noter que tous les déchets dangereux ne sont pas forcément soumis à l'ADR. Il y a quelques cas d'exemption. On peut le voir ici, on a bien un code de déchets dangereux. Un code de déchets dangereux et il est écrit que l'ADR ne s'applique pas dans ce cas-là. Donc, certains cas d'exemption et je reviendrai sur ces cas par la suite. Alors, l'ADR, dans sa partie 2.1.2, en fait, nous explique comment on classifie en fait une matière dangereuse et on a une partie vraiment spécifique pour les cas où on a une matière qui n'est pas vraiment explicitement nommée en fait dans cette liste des matières. Et c'est notamment le cas des déchets. En fait, vous n'allez pas trouver explicitement un code, code à 4 chiffres pour les déchets de type X ou Y en fait. Il va falloir arriver à identifier la matière qui se rapproche le plus de notre déchet. Globalement, pour les déchets, il va y avoir 2 cas de figure. Le premier cas qui va être un peu le cas le plus simple, vous avez un déchet qui est composé que d'une matière, d'une substance. Vous connaissez cette substance, donc vous savez quels sont les risques associés. Et donc vous allez pouvoir rapprocher ce déchet de la matière concernée. Si on prend l'exemple que j'ai indiqué de l'acétone, qui est un déchet, vous allez pouvoir rattacher votre déchet au code 1090 qui correspond à l'acétone. Et vous allez juste rajouter dans votre identification, enfin c'est une possibilité, la mention du déchet. Et le code 90, c'est vraiment pour l'acétone de base. Le deuxième cas qui est un peu plus complexe, c'est si vous avez un déchet, vous ne connaissez pas forcément toute la composition, donc pas forcément tous les risques associés. Dans ce cas-là, très souvent, ce que nous disent les règles de classification, en fait, c'est qu'il va falloir utiliser ce qu'on appelle les rubriques NSA, donc pour les matières qui n'ont pas été spécifiées ailleurs dans la liste, en fait. Si je reviens sur mon exemple précédent, je vois bien que sur les huiles, c'est en effet ce qui avait été utilisé. Hein. On retrouve bien cette rubrique NSA. Donc les huiles n'ont pas été dans ce cas-là identifiées, ça dépend de la typologie d'huile, etc. C'est vraiment du cas par cas. Mais dans ce cas-là, ils n'ont pas identifié de matière vraiment spécifique qui semblait convenir, donc ils ont utilisé cette classification-là. Donc voilà. Alors, en fait, dans cette présentation, on avait voulu essayer de vous remettre un peu des codes pour certains déchets qui sont entre guillemets couramment produits par des entreprises. La particularité en fait de ces codes, c'est qu'ils sont vraiment spécifiques par rapport au risque prépondérant des matières. Donc en fait, pour un même type de déchet, vous pouvez avoir plusieurs codes. Vous pouvez avoir par exemple, encore une fois, sur mes déchets de peinture, vous allez pouvoir trouver différents codes en fonction de si on a une peinture dont le risque prépondérant, c'est l'inflammabilité. Si vous avez une peinture qui est inflammable mais qui a aussi un risque subsidiaire d'être corrosif, ça va être d'autres codes possibles. Si vous avez une peinture qui est uniquement corrosive, il va y avoir encore d'autres codes. Pour vous aiguiller en fait dans cette recherche, qui n'est pas forcément évidente, vous avez un tableau, le tableau B de l'ADR, qui va vous redonner en fait, vous pouvez chercher par typologie de matière. Là, par exemple, les matières apparentées aux peintures. Vous allez retrouver en fait les codes possibles. Donc après, c'est à vous bien sûr de
re-regarder par rapport au risque de votre peinture, etc. Encore une fois, pictogramme de danger. Mais voilà, vous avez ce tableau qui permet un peu de vous aiguiller quand même dans cette démarche-là. J'ai mis quelques autres exemples, hein, des encres, des résines. Voilà. Alors, je vais repartir sur le tableau dont j'ai parlé précédemment, le tableau A, qui donc nous redonne tous les codes de matières dangereuses et qui va me donner toutes les exigences sur le transport de ces matières. Je vais reprendre le cas de ma matière 3082. Je vais avoir d'abord des informations sur la nature de ma matière. Je vais savoir que j'ai une matière de classe 9. Donc ça désigne les matières et objets dangereux divers. En fait, il existe 9 classes. Et ça indique en fait sur le risque prépondérant de ma matière. La classe 1, par exemple, ça va être pour les déchets, les matières explosives. Ensuite, je vais avoir ce qu'on appelle le code de classification. C'est un peu comme une sous-catégorie de la classe. Voilà. Par exemple, là, dans la classe 9, j'ai le code M6, donc pour les matières polluantes pour l'environnement aquatique et qui sont liquides. Je vais avoir ensuite des informations sur l'emballage l'étiquetage, etc. de mes matières. J'ai des informations sur le groupe d'emballage. Donc là, j'ai un groupe d'emballage 3. En fait, il existe trois niveaux de groupe d'emballage en fonction du danger. Donc là, le groupe d'emballage 3, ça va être pour les matières qui présentent un danger faible. Si je continue, j'ai des informations sur les étiquettes que je vais devoir apposer sur mes contenants, en fait. Là, je sais par exemple que j'ai l'étiquette 9 à utiliser. En fait, toutes ces étiquettes, vous les retrouvez dans le volume 2 de l'ADR. Si je continue, je vais par exemple trouver les instructions d'emballage qui vont me dire quels sont les conditionnements que je vais pouvoir utiliser, les fûts, les caisses, conteneurs en vrac, etc. Là, par exemple, je prends l'exemple de la première, elle m'apprend que je peux utiliser un fût en acier 1 à 2. Et en fait, quand je regarde dans l'ADR, j'apprends que ce fût, en fait, c'est un fût en acier à dessus amovible, voilà, par exemple. C'est vraiment important de prendre des contenants qui sont homologués pour l'ADR et de respecter vraiment ces règles de conditionnement parce que ça va permettre de prévenir les risques, notamment le risque de réaction chimique entre le contenant et le contenu, ou bien des risques voilà, d'éclatement de vos contenants, etc. Je vais maintenant passer donc aux documents qui doivent être présents dans les véhicules transportant des matières dangereuses. Tout transport de matières dangereuses doit être accompagné d'une déclaration de matières dangereuses. Et en fait, pour le cas des déchets, c'est le BSD qui fait office de cette déclaration parce qu'en fait, on retrouve dans le BSD toutes les informations nécessaires sur le déchet. De nouveau, le récépissé transport de déchets dangereux reste obligatoire, reste important. Ensuite, en fait, les conducteurs de matières dangereuses soumises à l'ADR doivent avoir suivi une certaine formation. Donc pour ça, ils doivent disposer d'un certificat qui doit se trouver voilà, à bord du véhicule. Ensuite, pour des questions de sûreté, il doit y avoir un document d'identification de tous les membres d'équipage du véhicule, avec une photographie de chacun. On va trouver également donc, des consignes de sécurité qui vont apporter des informations pour les membres de l'équipage sur comment réagir en cas d'accident, d'incident, par rapport à voilà, je transporte telle ou telle matière, comment je dois procéder. Et on va trouver bien sûr à bord du véhicule différents équipements de sécurité, donc ce qui peut être équipement de protection individuelle ou bien les extincteurs par exemple, pour intervenir. Si je passe ensuite donc, au sujet de chargement et déchargement des matières, il y a un document qui est important, c'est le protocole de sécurité. En fait, à partir du moment où vous avez une entreprise extérieure qui intervient sur votre site, donc notamment voilà, pour récupérer des déchets, c'est préconisé dans l'ADR et même si vous n'êtes pas soumis, ça reste intéressant d'établir un protocole de sécurité qui va vraiment, vous allez vraiment définir les exigences voilà, que le transporteur devra respecter quand il entrera sur votre site pour garantir voilà, sa circulation, etc. en toute sécurité.
Il y a des exigences, bien sûr, aussi sur l'arrimage des colis. On ne peut gerber des colis de matières dangereuses que si c'est autorisé par l'ADR, donc si les contenants imposés voilà, sont faits pour, tout simplement. Et après, il va y avoir d'autres règles qui sont un peu, on va dire, du bon sens. On arrête le moteur quand on charge les matières, on ne décharge pas les matières sur la voie publique, etc. Enfin, tout véhicule qui transporte des matières dangereuses soumises à l'ADR doit être identifié, à minima par ces plaques orange, et éventuellement, pour certaines matières de certaines classes de danger, on peut avoir aussi ce qu'on voit là, donc les étiquettes, en fait. C'est les mêmes étiquettes que vous allez mettre sur vos contenants, en fait. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'exigences dans l'ADR à respecter. Il y a toutefois, en effet, certaines exemptions qui peuvent être soit totales, soit partielles à l'ADR. En gros, on va trouver 3 types d'exemptions. Les premières, ça va être lié à la nature de l'opération. Par exemple, voilà, évidemment, les particuliers ne sont pas soumis à l'ADR. On va avoir aussi d'autres cas, par exemple, dans certains cas de transport, d'acheminement de matières dangereuses jusqu'à un chantier, par exemple, des matériaux de construction jusqu'à un chantier. Voilà, il y a différentes natures d'opérations qui sont listées dans le chapitre que je vous indique ici, pour lesquelles il y a des exemptions. On va avoir aussi ce qu'on appelle donc les dispositions spéciales, qui sont spécifiques à chaque matière. Voilà, chaque code de matière dangereuse peut avoir ses propres dispositions spéciales, qui vont nous dire, par exemple, voilà, pour cette matière-là, si vous respectez cette exigence, ça peut être une exigence de conditionnement, de quantité ou autre, alors vous n'êtes pas soumis à toutes les autres exigences de l'ADR. Le dernier cas, ça va être lié à des quantités, en fait, si vous êtes en deçà de certaines quantités transportées par unité de transport pour une même matière, dans ce cas-là, vous allez être exempté d'une partie des exigences de l'ADR. Je vais maintenant passer au conseiller à la sécurité. Donc le conseiller à la sécurité, c'est une personne qui a suivi une formation, qui dispose donc d'un certificat qui atteste de ses compétences, connaissances sur la réglementation ADR. Il y a certains périmètres de certification en fonction des matières, etc. À partir du moment où vous allez gérer des matières soumises à l'ADR, vous allez devoir faire appel à un conseiller à la sécurité, qui peut être soit quelqu'un d'interne à votre entreprise que vous avez formé, ou voilà, vous faites appel à un prestataire extérieur qui va vous accompagner. En tout cas, il faut vraiment que cette personne soit désignée et connue. Donc ce rôle, ça va être vraiment voilà, de vous accompagner, de vous guider dans tout ce qu'il faut mettre en place dans le cadre de l'ADR, vérifier que vous respectez bien les exigences réglementaires. Et l'objectif, bien sûr, hein, c'est de prévenir les risques, en fait, liés au transport des marchandises dangereuses. Il y a certains cas, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé ici, il va y avoir certains cas où vous n'allez pas forcément avoir à désigner un conseiller à la sécurité. Ça va être notamment si vous faites que des opérations de déchargement des matières. Il y a certaines exceptions aussi de quantité. Et en fait, ces exemptions, vous les retrouvez précisément dans l'arrêté TMD dont j'ai parlé précédemment. Vous les retrouvez à l'article 6. Ils vous relisent vraiment tous les cas. Vous n'avez pas besoin forcément de nommer un conseiller à la sécurité. Et quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui peut vous accompagner dans cette démarche-là. On verra les questions sur la DR après. Je vais juste finir pour revenir sur les points clés à retenir de cette présentation. Sur la thématique des BSD, donc c'est un document qui est vraiment obligatoire, hors quelques exceptions, qui vous permet de garantir que vous avez respecté la traçabilité des déchets, vous avez respecté votre responsabilité. Ensuite, pour ce qui a trait à l'ADR, donc on a vu qu'il y a différents cas d'applicabilité ou d'exemption. Il y a tout un tas d'exigences à respecter, de transport, chargement, conditionnement, etc. Et l'acteur qui va vraiment vous accompagner dans cette démarche, c'est le conseiller à la sécurité.
Si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, donc on avait un atelier qui était prévu le 15 mai à Lyon, donc en présentiel, qui va peut-être être du coup décalé. Je pense que Céline, vous serez peut-être plus à même d'en reparler. Mais sinon, au niveau documentaire, vous avez vraiment des documents qui sont très bien faits, qui vous expliquent tout ça, notamment une notice du gouvernement pour le BSD, qui est vraiment un document très bien fait. Moi, je m'en sers très souvent. Vous allez vraiment retrouver toutes les informations sur qui doit compléter, comment compléter le BSD, comment vous le récupérez, etc. Pour l'ADR, vous allez avoir d'autres guides, d'autres documents, voilà, de l'INRS par exemple, de la FNAD. Puis bien sûr, après, vous avez toutes les sources, on va dire un peu, voilà, vraiment fiables et reconnues hein, sur ces thématiques-là, l'ADEME, l'INERIS, le CNRS, etc. Donc voilà, je peux repasser aux questions sur l'ADR ou sur les autres sujets. Alors, il y a deux questions qui me semblent un petit peu rapides, enfin j'espère, qui concernent l'étiquetage en fait du déchet avant expédition. Camille nous demande si on peut étiqueter une palette complète au lieu d'étiqueter chaque fût qui est sur la palette, sous réserve que ce soit les mêmes déchets dedans. Ok, oui, je comprends la question. J'avoue que moi, d'expérience, j'ai plutôt en tête un conditionnement vraiment par type de conditionnement. J'ai plutôt l'habitude de voir les étiquettes, ouais, les étiquettes danger par fût par exemple. Après, c'est peut-être spécifié en effet par matière, mais moi j'avoue que j'ai plutôt cette idée-là en tête, en effet. Et donc sur le même thème, Mathieu demande qui doit étiqueter le déchet. Est-ce que c'est le producteur ou le transporteur ou le prestataire? Ouais, ça va être plutôt pour moi le site d'origine en fait des matières, ça va être plutôt son rôle, mais qui peut être fait tout à fait en collaboration en effet avec le transporteur, et puis même lui, il est quand même censé vérifier que tout a bien été fait en règle en fait de toute façon, donc c'est quelque chose qui est censé vérifier derrière. Mais oui, pour moi, ça va être plutôt de la responsabilité du site initial, le départ des matières. D'accord. Il y a une autre question de Fabien qui demande s'il existe une table de correspondance entre les codes ADR et la liste européenne des déchets. À ma connaissance, non. Ce serait trop facile, malheureusement, mais non, à ma connaissance, ça n'existe pas, non. Alors, je pense qu'on a vu pas mal de questions. Enfin, Yves, je ne sais pas ce que tu en penses et on est presque au timing. Oui, je pense qu'on est bien, oui. Il y a des questions qu'on n'a pas traitées, comme je vous le disais, on vous fera une réponse en individuel parce qu'il y a certains thèmes de questions qui étaient un petit peu annexes. Je vais simplement revenir en une minute sur le projet d'atelier. Suite à ce webinaire, on pensait proposer aux entreprises de participer à un atelier d'échange sur bordereau de suivi de déchets et ADR en petit comité. L'atelier est prévu le 15 mai en présentiel à la CCI à Lyon. À date, je ne connais pas les conditions d'accueil du public que la CCI va imposer pour cette date-là du mois de mai. Donc, il y a deux possibilités. Soit on garde en présentiel, mais on va le reporter sur juin, juillet, voire même septembre. Soit on le propose en WebEx, c'est-à-dire que ce n'est pas un webinaire. Les participants auront la possibilité d'échanger en virtuel avec les intervenants. Donc, vous verrez, lorsque nous allons clôturer le webinaire, il y a une petite enquête de satisfaction. Je vous remercie par avance de prendre peut-être 2 minutes pour la compléter. Et dans les commentaires, ne pas hésiter à nous donner votre avis par rapport à la tenue de cet atelier, donc soit en présentiel, soit sur la date du 15 mai, mais dans ce cas-là, probablement sous format WebEx. Et donc, les autres questions, on répondra avec Yves, Tiffaine et moi en direct. Il n'y a pas de souci. Il y a des questions sur les formations, par exemple, conseil à la sécurité. Oui, bien sûr que ça existe. On vous enverra les. Oui, tout à fait. Voilà, j'espère que cela vous a convenu. Il est midi, on est tout à fait dans le timing. Je vous remercie encore une fois de votre participation et je vais clôturer ce webinaire en vous souhaitant un bon week-end à tous. Merci, au revoir. Merci, bonne continuation.